Bonsoir, le Léman Express devrait bouleverser nos habitudes de déplacement dans quelques mois. En attendant, des mesures sont d'ores et déjà prises en accompagnement, notamment aux frontières du canton. Objectif, trouver des alternatives pour faire diminuer le nombre de véhicules sur les routes. On en discute avec Alexandre Prina, directeur de la planification des transports à Genève, Ludovic Antoine, chef de projet mobilité au Genevois français, et Guillaume Drevon, chercheur au laboratoire de sociologie urbaine à l'EPFL. Et puis en fin d'émission, on découvrait le champion du monde de pâté croûte. Il est traiteur à Divonne. Il a mis au point la recette parfaite de ce mets traditionnel français. Tout ça, c'est à retrouver juste après votre actualité transfrontalière du mois. La saga des élèves frontaliers continue. Pour rappel, le Conseil d'État a décidé de refuser les nouveaux élèves domiciliés en France dans les écoles genevoises dès septembre 2019, sauf dans le cas où les élèves ont un frère ou une sœur déjà scolarisés à Genève. Le département d'instruction publique a ainsi refusé 184 élèves pour la rentrée qui vient. Certains parents ont fait recours. 10 élèves de plus pourront finalement accéder à l'école genevoise. En juin prochain, la justice devrait trancher sur la forme, à savoir si le Conseil d'État genevois a le droit ou non de refuser des élèves sur son territoire. Le Grand Genève devrait finalement récupérer des millions pour ses projets de mobilité auprès de Berne. Le Parlement national suisse a rallongé de 15 millions la manne à destination du projet d'agglomération franco-valdo-genevois. Si l'autre chambre parlementaire le valide, le soutien atteindra donc les 119 millions. De quoi permettre le financement de l'extension du tram 15 vers le Grand Saconnet, une ligne de bus performante entre Genève et Vernier, et des pôles multimodaux à Nyon, Thonon et La Roche-sur-Foron. Vous êtes peut-être confronté chaque jour aux bouchons genevois. Eh bien, sachez que les solutions pour faire diminuer le nombre de voitures sur nos routes sont de plus en plus nombreuses dans le canton et en France voisine. Ludovic Antoine, Alexandre Prina, Guillaume Drevon, bonsoir. Bonsoir. On a un nombre de véhicules qui augmente chaque jour dans l'agglomération, 630 000 déplacements par jour entrant et sortant du territoire. Jusqu'à il y a quelques années, il y avait assez peu d'alternatives. C'était ça le problème, Ludovic Antoine ? Je pense que oui, effectivement, c'est un phénomène assez général qu'on peut observer aussi dans toutes les agglomérations. Dans les années 2000, jusqu'en 2010, on était plutôt axé autour des transports collectifs. Et puis, depuis plusieurs années, finalement, on a tout un panel de solutions complémentaires qui sont tout autant de solutions que les transports collectifs pour proposer une alternative crédible aux usagers. Alexandre Prina, on avait mal anticipé cette hausse foudroyante du nombre de personnes qui arrivent dans le canton en voiture. Effectivement, je pense que l'anticipation de l'explosion finalement du dynamisme genevois a été assez mal anticipée. Et c'est vraiment au moment où la Confédération s'est mise à présenter les projets d'agglomération que Genève a pris conscience qu'il y avait un intérêt à rentrer dans ces programmes d'agglomération et réfléchir et d'anticiper l'explosion de l'agglomération. Guillaume Drevon, la voiture avant tout, c'est quand même assez particulier. On a encore envie de se déplacer en voiture quand on vient de la France vers la Suisse. Pourquoi ? C'est une notion de liberté, il y a un imaginaire derrière la voiture. La voiture, c'est un objet assez complexe, c'est-à-dire qu'on peut la considérer déjà comme un prolongement de nous-mêmes. Donc la voiture, elle a une grande qualité, c'est qu'elle est flexible, c'est-à-dire qu'elle peut nous emmener où on souhaite, 365 jours par an, 24 sur 24 à 380 degrés, donc ça c'est vraiment un avantage. Troisième élément, c'est que la voiture, elle permet aussi des formes d'appropriation qui sont de l'ordre, on va dire, de la relation quasi affective. C'est-à-dire qu'on va pouvoir habiter, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se l'approprier et passer un temps à nous, à soi, dans l'habitacle, par exemple, sur un déplacement quotidien. En attendant le Léman Express, Ludovic Antoine, il y a le tram qui arrivera jusqu'à Annemasse, bientôt à Saint-Julien. Ce qui a été fait déjà, c'est des bus transfrontaliers, le 62-63, qui ont été inaugurés il y a presque un an, donc de Viry à Confignon, de Collonges-sous-Salève au Bachet. Est-ce que ça marche ? Les gens prennent le bus ? Oui, alors c'est pas les premières lignes. D'autres lignes existent depuis 2006. On a 13-14 lignes transfrontalières qui existent depuis Thonon, depuis Annecy, depuis Saint-Gervais. Mais il y avait un vrai manque dans cette région-là. Tout à fait, oui. Et alors là, en l'occurrence, pour les lignes que vous évoquez, ce sont des lignes qui ont été mises en place dans le cadre d'un plan d'action transfrontalier qui vise à réduire le trafic motorisé aux douanes. Force est de constater que le taux de fréquentation de ces bus
est bon. On voit que ça correspond véritablement à un besoin. De toute façon, c'est assez simple. C'est sur ce territoire qui démontre une vitalité aussi importante. Dès qu'on met en place une ligne de bus transfrontalière, elle est rapidement remplie. En tout cas, elle correspond réellement à un besoin, quoi. Guillaume Drevon, le bus, est-ce que c'est une solution quand on veut baisser le trafic ou est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont meilleures ? En fait, le bus, c'est une bonne solution dès lors qu'il n'y a pas trop de rupture de charge. C'est-à-dire que, à titre d'exemple, sur le 62, par exemple, on part déjà d'un P plus R, si c'est juste, si ma mémoire est bonne. Après, on arrive à un arrêt de tram qui est situé en périphérie. On n'arrive pas directement dans la ville, on va dire, ou qui concentre justement les activités. Donc en fait, ça marche dès lors qu'il n'y a pas trop de saut d'un mode à l'autre et donc de rupture finalement dans la chaîne de mobilité. Où finalement, on peut avoir un temps qui est, comme je disais tout à l'heure par rapport à la voiture, qui peut être habité, approprié, c'est-à-dire qu'on puisse y développer des activités confortables avec un haut niveau de service, par exemple, ce qui est le cas du train, par exemple. Et donc, si on arrive à jouer sur justement cet aspect confort, plus pas trop de rupture dans la chaîne de mobilité, ça peut fonctionner. Donc effectivement, c'est une... On voit bien par exemple du côté du PageX avec le F, où justement la fréquence a été augmentée et qui a une très bonne qualité de service et de dessert. Tout ça fonctionne très bien. Il y a aussi le covoiturage, bien sûr. Il y a une douane, à la douane de Valard, il y a une voie qui a été réservée aux covoitureurs. Ça a été mis en place en octobre. Il y a cet intérêt à passer plus vite. Il y a des économies car on partage les frais. Pourtant, c'est encore assez peu utilisé. Il y a moins cet engouement pour le covoiturage ici qu'ailleurs en France. Alors, en fait, ça dépend de quel covoiturage on parle. En fait, on peut peut-être ventiler le covoiturage en deux grandes catégories. Il y a le covoiturage de longue distance, relativement irrégulier, par exemple Blablacar, qui fonctionne effectivement très bien, parce qu'en fait, par exemple, sur des relations intervilles, la distance fait que le covoiturage est plus intéressant par rapport au train, par exemple, d'un point de vue économique, simplement. Après, pour le quotidien, c'est un petit peu une autre histoire. Pour la simple et bonne raison, donc c'est une question qui est liée au rythme de vie, c'est-à-dire que pour pouvoir faire du covoiturage, il faut que les personnes soient en synchronisation. Donc par exemple, ce qu'on observe sur l'analyse des rythmes de vie des Suisses, à partir de l'enquête micro-recensement transport, on voit par exemple qu'en matinée, il y a une relative synchronisation des personnes aux heures de pointe, mais en soirée, en fin de journée, on voit qu'il y a une désynchronisation totale, donc ce qui montre que peut-être qu'il y a un potentiel le matin de synchronisation, et le soir, par contre, donc on arrive à gérer l'aller, mais pas le retour. Alexandre Prina, est-ce qu'il y a des zones à Genève, dans le Grand Genève, où le covoiturage marche mieux qu'à certains autres endroits ? Oui, je pense qu'on peut citer la Ziplo en tant que telle, la zone industrielle de Plan-les-Ouates, qui est un excellent exemple qui montre que le covoiturage est une solution qui peut fonctionner pour les pendulaires, puisque on constate que près de 20%, on est à 17 ou 18% des actifs de la zone industrielle de Plan-les-Ouates viennent en covoiturage. Mais c'est aussi grâce au fait que l'association de la zone industrielle de Plan-les-Ouates a mis en place, avec un bureau privé, toute une démarche qui vise à promouvoir une mobilité alternative au sein de cette zone et qui permet justement de valoriser notamment le covoiturage, mais aussi d'autres solutions comme la mobilité douce ou encore négocier avec les transports publics genevois, la commune, le canton, des offres en matière de transport public qui permettront de mieux desservir ce secteur. Et c'est là où on se rend compte que le covoiturage en tant que tel est quelque chose qui ne peut fonctionner que s'il est pris en charge par des acteurs qui vont permettre de mettre en relation les personnes. Les entreprises notamment, puisque les entreprises en tant que telles mettent à disposition des places de stationnement en nombre. On constate dans les statistiques que près de 50% des Genevoises et Genevois qui travaillent au centre-ville disposent d'une place de stationnement gratuite ou payante. Lorsqu'on va en périphérie, eh bien, la totalité des personnes qui travaillent dans ces zones disposent d'une place de stationnement, 85% d'entre elles gratuites, le reste payant. Donc on se rend bien compte que
si les gens disposent d'une place de stationnement, ils font ils vont un petit peu utiliser. ce côté bâton. Voilà, s'il n'y a pas de place, on ne va pas prendre la voiture. C'est exactement ça, mais disons qu'on se rend compte évidemment que ça ne peut avoir de sens que si on développe des solutions alternatives. Mais évidemment que l'entreprise en tant que telle, si elle ne fait déjà que cet effort de rendre payant la voiture, eh bien, elle va décourager pratiquement la moitié des gens qui viennent en voiture d'utiliser ce moyen de transport. Revenons un peu au covoiturage. Pour l'encourager, des bornes ont été lancées mi-mars avec l'idée de simplifier la pratique. Voilà comment ça marche. Se rendre à une borne, choisir le code correspondant à sa destination, envoyer un SMS pour transmettre l'information à la borne et attendre qu'un automobiliste s'arrête. Voilà comment fonctionnent les bornes de covoiturage installées mi-mars à Viry, Valéry et au P+R de Bernay. Je souhaite aller vers Genève Centre. On a, en fonction du nombre de véhicules qui transitent dans le secteur, un temps d'attente qui est considéré entre 5 et 10 minutes. Parce qu'on est sur des flux transfrontaliers aussi importants, on a beaucoup de solutions de voitures. Pour inciter les utilisateurs, les SMS ne sont pas surtaxés et les trajets gratuits pour les passagers pendant 1 an. Les conducteurs, eux, peuvent empocher 2 € par trajet. C'est un système de covoiturage spontané qui peut s'apparenter un petit peu à de l'autostop amélioré. Ces bornes ont pour objectif de faire baisser le nombre de voitures circulant à Genève. Il faut que les gens prennent conscience qu'il n'y a pas la place demain matin pour 30 000 véhicules de plus chaque jour. Il y a 20 véhicules de plus chaque jour sur notre territoire qui circulent, 20 véhicules de plus chaque jour. On ne pourra pas continuer comme ça indéfiniment. La mesure doit aussi permettre d'éviter la fermeture des petites douanes, envisagée il y a 2 ans. Si on n'arrive pas à diminuer le trafic au travers des petites douanes du sud du canton, on risque de conduire à des limitations de transit par ces douanes et notamment aux seules personnes qui pratiquent le covoiturage. La thématique préoccupe les élus des 2 côtés de la frontière, mais ces derniers tentent bien sûr de le prendre avec le sourire. Ludovic Antoine, on voit ce nouveau système. Là, vous avez décidé de donner un côté vraiment carotte plutôt que bâton. C'est un côté gratuit, on peut aussi être rémunéré pour ça. Là, il y a une véritable envie de donner envie aux utilisateurs de se pencher là-dessus. Comme l'expliquait tout à l'heure Alexandre Prina, effectivement, il faut jouer sur les 2 dimensions. Sur des mesures coercitives, justement sur le stationnement à destination, mais aussi il faut inciter les usagers à changer de mode de pratique. Là, en l'occurrence, effectivement, c'est un nouveau système qui se met en place de covoiturage spontané. Donc l'idée, c'est de, finalement, comme le font les collectivités lorsqu'elles mettent en place des lignes de bus, du transport collectif, eh bien, elles subventionnent en quelque sorte ces lignes. L'idée, c'est de faire de la même manière pour les voitures, à partir du moment où elles transportent plus d'1 personne. Donc c'est vraiment apparenté comme faire d'une voiture un transport collectif et mettre en œuvre toutes les mesures pour favoriser justement ce transfert et remplir finalement les voitures. C'est Taxito, c'est la société par laquelle vous êtes passé pour ces bornes-là. Ça marche bien en Suisse alémanique et dans le Jura. C'est pour ça que ça vous a donné envie de le tester ici? Là encore, on est sur un mode expérimental, donc c'est vrai qu'il faut tester. On a le covoiturage, il n'y a pas de modèle économique encore avéré pour dire voilà la recette magique pour que ça fonctionne. Il faut tenter des solutions. En l'occurrence, on a vu un petit peu ce qui se faisait en Suisse alémanique. On a voulu le répéter aussi ici. Aujourd'hui, on est sur une première ligne de bornes de covoiturage entre Viry et Genève, qui va en appeler d'autres au cours de l'année 2019, entre la vallée de l'Arve et Genève, entre Thonon et Genève. Et donc, il faut tester, et c'est vraiment l'objectif, le but de cette initiative. Le côté taxi, un peu de cette mesure, là, ça peut marcher un peu plus que ce covoiturage qui est compliqué à organiser. Moi, je trouve cette mesure extrêmement intéressante. Donc, ça revient exactement à ce que je disais avant, c'est-à-dire que dans les nouvelles mobilités, nouvelles formes de mobilité et de rythme de vie, on a besoin de pouvoir improviser, de rebondir. Et effectivement, ça peut vraiment répondre à une demande et créer une attraction aussi, clairement. Bien sûr, ce qui va nous arriver en 2019, c'est l'arrivée du Léman Express. Ça devrait totalement bouleverser ces trajets, ce trafic. Alexandre Prina, est-ce qu'on a une idée du report de ces routes vers le Léman Express? On peut le chiffrer, ça? Tout à fait. Si on prend en considération l'ensemble de l'offre qui sera mise à disposition des usagers à partir du 15 décembre 2019,
Et en fonction de l'utilisation actuelle des routes, on peut estimer que ce sont près de 12% du trafic qui va être transféré sur le rail. Alors évidemment, de façon non uniforme, puisque le Léman Express va avoir une offre qui sera plus développée sur le secteur Annemasse-Coppet et peut-être moins dans le secteur de l'Ain. Mais dans l'ensemble, par rapport au nombre de places qui seront mises à disposition à partir du 15 décembre, eh bien, ce sont ces 12% qui pourront être réduits du trafic automobile. Et ça, c'est à mettre en relation avec les 7 à 8% du trafic que l'on constate en moins durant l'été, pendant les vacances, et qui montre qu'on a un dispositif qui est beaucoup plus fluide. Alors évidemment, comme je le disais à l'instant, on ne va pas avoir quelque chose d'homogène, donc peut-être que le désengorgement ne sera peut-être pas aussi perceptible, mais on peut quand même imaginer que 12% de trafic en moins ait une répercussion assez importante sur les conditions de circulation. Ludovic Antoine, quand on voit ce report qui devrait avoir lieu, ça va aussi avoir un engrenage positif sur tout le reste, sur ces bus qu'on met en place de manière transfrontalière, ça va fluidifier le tout en fait. Oui, complètement. En prenant l'exemple de ce qui s'est fait à Lausanne avec le métro, le M2 qui avait été inauguré il y a une dizaine d'années, il y a eu un effet dopant sur toute la fréquentation des transports collectifs. Vraiment, ça a entraîné une augmentation de 50% de l'utilisation des transports collectifs dans les années suivantes. Et on peut espérer qu'effectivement, avec le Léman Express, qui est un projet centenaire, qui est tant attendu sur le territoire, qui est apparenté finalement à une sorte de métro, enfin, c'est un vrai mode de transport très lourd, eh bien, on peut imaginer, sans faire trop de projections utopiques, que ça va drainer effectivement d'importants flux d'autres modes de transport aussi qui vont se connecter à ce Léman Express. Des P+R qui vont être mises en place, des lignes de bus qui vont rabattre sur les gares du Léman Express qui sont dispatchées sur tout le territoire, des voies vertes également, des consignes vélos, de l'autopartage, des lignes de covoiturage également. Donc effectivement, il y aura un effet levier qui sera extrêmement important. Ouais. Guillaume Drevon, pour vous, le train, c'est un peu la solution miracle? Le train est une excellente solution dans la mesure où, comme je le disais aussi, c'est un mode de transport qu'on peut facilement habiter. Donc, après, sur le cas du Léman Express, il faut se réjouir effectivement de cet aménagement qui est d'une grande qualité, sur lequel beaucoup d'espoirs peuvent être fondés. Après, il y a peut-être un petit bémol, c'est que le Léman Express ne dessert pas tout. Tous les petits, notamment les petits tissus pavillonnaires, etc. Donc, bien qu'il va constituer une colonne vertébrale au système de transport genevois, il va créer une espèce aussi de couture d'un point de vue territorial et social aussi. Donc ça, c'est une excellente chose. Va falloir organiser autour de cette colonne vertébrale aussi des systèmes de report sur notamment le dernier kilomètre pour faire le lien avec cette colonne vertébrale, avec les zones à desservir, notamment pavillonnaires par exemple. Donc, mais c'est une excellente nouvelle. En un mot, Ludovic Antoine, pour conclure, il faudra aussi que les gens, voilà, vous mettez en place les solutions, mais il faudra que les gens aussi changent, eux, leur comportement. Les déplacements, c'est de la responsabilité de chacun. C'est les autorités publiques qui mettent en place aussi les actions, l'offre privée aussi qui se développe, les entreprises et évidemment l'usager aussi qui doit pouvoir s'adapter. La plupart des actions de mobilité placent l'usager au centre du dispositif. Eh bien, c'est aussi l'usager de faire cet effort, de changer de comportement aussi pour peut-être après avoir définitivement un mode de transport plus sain. Merci beaucoup à vous trois d'être venus discuter de tout ça en plateau. Puis on va suivre l'évolution de cette baisse de trafic dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci. Et comme chaque mois, on découvre une réalisation en cours dans le Grand Genève, direction Viry, pour suivre la construction d'un pont pour la faune. qui va naître cet été, c'est un éco-pont, un pont biologique exclusivement dédié à la faune. Donc c'est un ouvrage qui fait 25 mètres de large pour pouvoir laisser passer la grande faune et 25 mètres de long pour enjamber l'autoroute. L'objectif, c'est de rétablir ce qu'on appelle un corridor biologique interrompu. Donc, au moment de la construction de l'autoroute à l'époque, on n'avait pas encore pris en compte cet enjeu de passage de la grande faune. Et donc, on rétablit aujourd'hui un corridor biologique. C'est un éco-pont qui est construit pour un gabarit de passage d'un cerf, qui a des
des besoins, par exemple, de territoires particulièrement grands. Pour un chevreuil, c'est 10 hectares et qui doit pouvoir circuler librement entre la plaine de Genève et le Salève. Il s'agit d'un investissement de 4,3 millions d'euros qui est financé à part égale par l'État de Genève et ATMB. L'écopont se construit maintenant, l'écopont sera mis en service cet automne. Maintenant, c'est un projet qui continue dans le temps puisqu'on a effectivement une autoroute qui est maintenant transparente pour la faune, mais qui déboule après sur une route, sur une zone agricole, sur une zone à urbaniser. Donc il s'agit de pouvoir préserver l'ensemble du territoire, l'ensemble du corridor nécessaire. C'est un mets traditionnel français longtemps délaissé. Il a pris désormais sa revanche. Le pâté-croûte retrouve ses lettres de noblesse. Un championnat du monde est même organisé chaque année. Et il y a quelques mois, c'est un traiteur de Divonne qui a remporté le titre. Je suis allée à sa rencontre avec Colinitz. Daniel Gobet, en 2018, vous avez remporté une compétition pas commune, c'était les championnats du monde de pâté-croûte. C'est une compétition pas anodine, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, c'est une compétition qui prend beaucoup de temps, beaucoup de travail et qui est assez longue parce qu'il faut faire une sélection française. Ensuite, vous avez une sélection européenne et après, il y a la finale mondiale. J'ai toujours eu un œil sur le concours depuis qu'il existe. Je suis fils et petit-fils de charcutier lyonnais. Et j'ai toujours aimé la charcuterie, hein. Je suis cuisinier de métier à la base. J'étais restaurateur. Il y a 3 ans, j'ai essayé. J'ai fait une finale mondiale. Et puis après, je n'ai pas lâché, j'ai recommencé, j'ai continué sans arrêt. Il y avait des concurrents du monde entier. Vous avez été jugé par des grands chefs. Le président du jury, c'était Pierre Gagnère. Un jury prestigieux pour un mets qui a été un peu délaissé. Il a repris ses lettres de noblesse, le pâté-croûte. Oui, complètement. Complètement, aujourd'hui, c'est un produit qui est très, très à la mode. C'est un produit qui avait été pris par les industriels, qui était facile à faire pour eux en faisant de l'industrie, une pâte toute molle, une farce et hop, sous vide, on mettait ça au magasin. Mais ça avait perdu de sa noblesse, ce goût et ce croustillant, etc. Et aujourd'hui, les cuisiniers, grâce à ce concours, c'est le concours qui a vraiment relancé il y a 10 ans en arrière. Et aujourd'hui, c'est un plat qui est très demandé. Alors, vous avez gagné avec, j'ai pris quand même les notes pour être sûr de ne pas me tromper, grâce au pâté de volaille de Bresse, canette de Barbarie, au foie gras des Landes, cèpe, riz de veau, pistache et gelée. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce pâté-là? Chaque ingrédient. J'ai travaillé pendant 3 ans pour trouver le meilleur ingrédient. J'ai étudié chaque élément et je les ai assemblés et j'ai fait les choses le plus simple possible. Ça, c'est très très beau. Bon Daniel, on est dans votre atelier, c'est un petit peu plus loin que le magasin. C'est ici que vous préparez tous les pâtés croûtes. Est-ce qu'on dit d'ailleurs pâté croûte ou pâté en croûte? C'est le grand débat. Oui, on dit les deux. On dit pâté croûte, je dirais, de la Bourgogne jusqu'au sud de la France. Et en dessus de la Bourgogne jusqu'au nord de la France, on dit pâté en croûte. Voilà, tout simplement. Mais on peut dire les deux. On écrit les deux et on peut dire les deux. Là, vous pouvez faire à la maison après. Bah, je vais tenter. Je pense que ce ne sera pas le même pâté, mais... Porc fermier, veau fermier, œuf, sel, poivre. Tout simplement. On va faire un montage. Maintenant, on fait un montage, tout simplement. Vous voyez, une couche de chaque. Et le montage, c'est capital, j'imagine. Oui, voilà. Et au concours, je mesurais au millimètre près. Ça, c'est les pistaches d'Iran. L'avantage des pistaches d'Iran, c'est des grosses pistaches qui restent bien vertes en cuisson et qui restent croustillantes, craquantes en fait. Suprême de volaille comme ça. On remet un petit coup de... On remet une couche de farce et après on va encore une couche de viande. Donc ça fait quand même pas mal de... Il y a de la matière. Ah, il y a de la matière.
Parfois, les cuisiniers, ils ont comme ça des secrets, surtout pas dévoilés. Vous montrez tout. Oui, parce que de toute façon, il faut retransmettre. Il faut retransmettre. Si on n'est pas là sur Terre trop longtemps, il faut notre savoir-faire, il faut qu'on le transmette aux autres et puis que les gens... il est un peu frais, voilà. Que les gens sachent pourquoi. C'est vrai que moi j'ai commencé la cuisine, les pâtissiers, surtout les pâtissiers, cachaient les recettes. Moi je travaillais dans une entreprise qui avait 2 étoiles Michelin, le chef pâtissier nous faisait faire la recette à 3 différents, mais 3 morceaux différents, pour pas qu'on sache faire la recette entière, ce qui était absurde. La chose la plus importante, c'est le temps de cuisson. Donc c'était des mois de recherche. J'ai passé le nez sur le four sans arrêt pour voir pourquoi ça colore plus, ça monte. Lui, il rigolait chaque fois qu'il me voyait faire parce que j'y ai passé des heures et des heures. Pour les gens qui nous regardent, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un pâté comme ça, se dire que c'est Il faut le prendre chez les petits artisans déjà. Et dès que vous voyez un pâté, ici, il y a une astuce. Dès que vous voyez un pâté qui a du cellophane autour, vous ne prenez pas. Parce que le cellophane, déjà, vous garde l'humidité, vous ramollissez énormément la pâte et vous savez que c'est plus ou moins industriel. Donc voilà, un pâté croûte tout mou, élastique, vous coupez comme ça, c'est facile, je veux dire. Voilà. Mais après, qu'il n'y ait pas trop de couleur non plus, parce que plus il y a de couleurs, je dirais vives, plus il y a de produits chimiques dedans, il faut demander. Magnifique. Voilà. Merci beaucoup, Daniel, Merci. de nous avoir montré tout ça. Félicitations encore pour ce titre. Pour notre part, on va déguster un petit peu et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission d'Ensemble. Au revoir.